Nous sommes au mois d'août et nous sommes actuellement en train de faire les cours de vacances. Les cours de vacances ont pour but d'aider les apprenants parce que nous avons 2 mois de repos pour qu'ils ne mettent pas tout le temps à s'amuser, à regarder la télé, à passer de ruelle en ruelle. Nous organisons les cours de vacances pour les repêcher, pour renforcer leurs capacités intellectuelles, pour les aider à mieux préparer l'année scolaire à venir. Les préliminaires, les premières situations d'apprentissage des nouvelles classes à venir, on aborde les activités de ces classes-là avec eux en vue de mieux les préparer à la rentrée scolaire. Cette année, c'est une année spéciale parce que par rapport à la morosité financière, les enfants ne sont pas sortis comme cela se doit. Habituellement, ils sont plus nombreux que ça. Mais aujourd'hui, bon, c'est timidement, l'effectif n'est pas au top niveau. C'est quelques-uns qui sont là. Bon, on fait avec. Parents, je leur demanderais de faire l'effort parce que les enfants sont ce que nous avons de plus cher. Et c'est sur eux que nous investissons afin d'obtenir quelque chose demain, plus tard. Donc, qu'on ne regarde pas les sous qu'on doit payer, 2000 ou bien 1500 là, et dire non, reste à la maison et autres. Ça aide les enfants, quoi qu'on dise, les cours de vacances aident les enfants à mieux aborder l'année scolaire. Donc, j'invite les parents à faire un effort sur eux-mêmes pour payer, pour envoyer leurs enfants à ces encadrements. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, prendre un répétiteur à la maison, c'est de l'argent. Ce n'est pas 2000, ce n'est pas 1500. Mais c'est pour amoindrir les coûts, pour aider quand même les enfants dont les parents n'ont pas ces moyens-là, que les cours de vacances sont créés. Donc, de faire un effort, que les parents fassent un effort d'envoyer les enfants aux cours de vacances pour mieux les aider. Aucune constitution n'écrit coup d'État dedans. Mais maintenant, retour à, comment dirais-je, à l'ordre constitutionnel, mais ça là, ça va venir. Dans tous les coups, quelle que soit la durée du coup d'État, ils vont revenir. Mais maintenant, le général Tchani, il avait bien dit dans sa déclaration pourquoi il est là. Mais laissons-le voir, est-ce que ce qu'il a dit là, il va le faire ou pas? C'est ça, il est là pour l'insécurité. Il a parlé de long en large, ce qui se passe sur la sécurité. Mais maintenant qu'il est là, et voilà ce qu'il a dit, mais on doit l'accompagner. Et tous les Nigériens, qu'ils soient à l'interne ou bien à l'externe, tout le monde doit l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on veut la paix au Niger. On n'a pas besoin d'autre chose. On veut juste aller dormir et se réveiller en paix. Et c'est pourquoi il est là. Et c'est ce qu'il a dit. Mais donc, le peuple nigérien, là où ils sont, qu'ils soient au Niger ou bien à l'extérieur, ce peuple doit soutenir le général Tchani jusqu'au niveau où on va voir que vraiment, si c'est ça, on continue à le soutenir. Si ce n'est pas ça, le même peuple va sortir pour le dégager. C'est comme ça la vie politique. C'est comme ça. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on te chasse. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on crée dire qu'il y a de crise. S'il y a crise, peut-être c'est les organisations internationales qui veulent créer de crise. Parce que asphyxier tout un peuple, c'est aussi créer une crise. C'est ça la vraie crise. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, il n'y a pas de crise. Mais maintenant, vous fermez les frontières. Mais comment le Niger va se ravitailler? C'est ça la crise maintenant. C'est pas, au contraire, ce n'est pas le coup d'État qui veut faire la crise, mais plutôt, c'est la CEDEAO qui veut instaurer la crise au Niger. Vous savez, nous ne sommes plus maintenant dans les anciennes années là. Vous savez ce qu'il y a aujourd'hui. Les Africains, je vais dire que c'est un éveil de conscience. C'est un éveil de conscience. Aujourd'hui, qui veut être sous domination? Mais personne. Mais personne. Parce que moi, aujourd'hui, je veux dire que je demande même aux Nigériens de ne même pas fêter le 3 août. Parce que le 3 août n'est pas vraiment une date d'indépendance pour le Niger. Parce que vaut mieux attendre le 26 juillet là, pour voir si on peut le prendre comme date d'indépendance. Parce que si on parle et c'est la France qui dirige, c'est la France qui donne ces directives, là on n'est pas indépendant. Pourquoi considérer le 3 août comme jour d'indépendance? Moi je préfère que ce soit le 26 juillet comme jour d'indépendance. Voilà ce qu'il y a. C'est l'éveil de conscience. Nous on n'a pas connu la colonisation. On ne va pas nous forcer à être comme nos aïeux. Ce n'est pas possible.
Ce n'est plus possible. Maintenant, c'est à la France de voir, ou bien un autre pays. C'est un partenaire privilégié, la France. On n'a jamais refusé la France. Personne n'a refusé. Mais s'il vient un partenariat gagnant-gagnant, mais qui refuse cela? Personne n'a refusé. Mais l'acharnement là, qu'on arrête. Qu'on arrête. Ils peuvent tirer sur les Nigériens. Les 2, 3, 4 Nigériens qui vont rester, ils vont continuer à vivre au Niger. Tout simplement. Mais le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là, aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, c'est notre objectif, et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Nous pensons que les peuples africains sont le seul gagnant et que ceux qui veulent utiliser la force n'auront pas raison et ne vont pas faire proliférer ce moyen d'exercice de pouvoir dans nos communautés. Les populations qui nous écoutent comprennent bien que le danger que nous soulignons, les militaires eux-mêmes en sont conscients et le soulignent. Qu'est-ce que les militaires maliens ont mis dans la nouvelle constitution qu'ils viennent de faire adopter par le peuple? Article 187 de cette nouvelle constitution. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Allez-y comprendre quelque chose. Ce sont des militaires qui ont écrit ça, ce n'est pas des civils. Et ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par les armes. Et qui disent, bon, ce que nous on a fait, c'est amnistier. On ne doit plus en parler, on ne nous juge pas, on n'ouvre plus ce dossier, mais dorénavant, si un militaire ou un politicien s'entend avec des gens pour prendre des armes, pour faire un coup d'État, c'est un crime imprescriptible. Ce sont des militaires, encore une fois, ce n'est pas des civils. Ça veut tout dire. Et rappelez-vous, il ne s'agira pas, le cas échéant, d'une guerre de la CEDEAO ou des pays de la CEDEAO contre le peuple nigérien. Il s'agirait alors d'une action ponctuelle destinée à remettre en place
Le président Bazoum a restauré l'ordre constitutionnel et ce faisant a restauré la souveraineté et la sécurité du Niger. Donc pour ça, faisons confiance aux instances si on devait en arriver là. La France ne nous empêche pas de nous développer. La France n'empêche pas le panafricanisme de prospérer. Personne n'a dit au président Talon, quand il a pris le pouvoir, de prendre la décision qu'il a prise d'exonérer ou d'exempter de visa d'entrée au Bénin tous les citoyens africains. Donnez-moi un meilleur exemple. Au panafricanisme, je l'ai dit, chiche, le Bénin c'est chez vous. Le président Talon vous dit, vous n'avez pas besoin de visa pour arriver ici. Et ça, c'est depuis le début de son premier mandat. Oui. Quel autre acte éloquent de patriotisme vous voulez avoir d'un dirigeant africain? Le même président Talon est devenu la voix de l'Afrique sur certaines questions essentielles. La dette, le financement du développement africain. Quand vous le voyez prendre la parole à l'intérieur de ces sujets, ça n'est pas que le Béninois qui parle. Et le président Talon, il n'a pas d'une double nationalité, je vous le souffle. Vous le saviez, mais je vous le souffle. Il n'est que Béninois. Et il parle pour l'Afrique. C'est une voix pour l'Afrique. C'est ça, le panafricanisme agissant. Ce n'est pas celui qui exploite la misère des peuples. Ce n'est pas celui qui entretient la confusion au sein des masses pour leur faire croire que tel serait entièrement responsable de leurs maux et de leurs manques et que tel autre serait la solution à ces maux et à ces manques, qu'il faut quitter tel pour aller à tel. Ça n'est pas cela le panafricanisme. Le panafricanisme d'aujourd'hui doit aller avec nos soucis de développement et accompagner, encourager ce qui se fait bien. Donc là-dessus, vous pouvez être rassuré qu'avant l'heure, le président Talon était déjà engagé sur la voie du panafricanisme. Exploitation d'essence excessive, agriculture intensive et braconnage, entre autres, menacent la forêt tropicale humide d'Omo, dans le sud-ouest du Nigeria. Au moins 55 000 hectares, soit plus de 40% de la forêt, ont été désignés comme zone de conservation. D'anciens braconniers travaillent désormais à la protection des ressources de cet environnement. En fait, je ne savais pas que je deviendrais éco-garde, parce que j'étais chasseur avant. La Nigerian Conservation Foundation m'a simplement appelé pour l'aider à poursuivre un braconnier. Et c'est ainsi que j'ai été recruté. Cet écosystème forestier est présenté par l'UNESCO comme un habitat pour des espèces d'animaux menacées, notamment les éléphants d'Afrique. D'anciens braconniers regrettent leur passé. J'ai commis beaucoup d'erreurs lorsque j'étais encore chasseur, mais à ce moment-là, j'étais ignorant. En tant que chasseur, il n'y a pas d'animal que je ne puisse tuer. Mais quand je suis devenu éco-garde, j'ai complètement arrêté de chasser. Parce que j'ai vu des animaux que je n'avais jamais vus de ma vie, comme l'éléphant. Les éco-gardes ici se concentrent sur près de 650 hectares de terres strictement protégées où l'on pense que les éléphants vivent et constituent une réserve de biosphère désignée par l'UNESCO. Chaque fois que je vois des chasseurs comme moi dans la forêt, je les arrête parce que je leur dis que c'est une réserve pour animaux sauvages et autres, dans laquelle ils ne sont pas censés pénétrer. Je leur dis de se méfier de ce buisson. Nous ne voulons pas qu'un chasseur ou un braconnier y pénètre. Même si le braconnage n'a pas été éradiqué dans cette forêt, les éco-gardes affirment avoir fait des progrès significatifs contre le phénomène. Au milieu de la crise politique du Niger, les citoyens de la nation ouest-africaine subissent des difficultés économiques et de l'insécurité. Beaucoup de ceux qui ont fui leur maison en raison des attaques djihadistes se sont retrouvés dans la capitale du pays, Niamey.
Nous avons fui l'insécurité pour venir ici. Nous sommes fatigués. Certains jours, je trouve de la nourriture. D'autres, je n'en trouve pas. J'ai quitté mon lieu de résidence pour venir ici. Mais à présent, je suis fatiguée, car je ne peux pas travailler tous les jours. Certains craignent une intervention militaire étrangère suite au coup d'État de la junte et l'emprisonnement du président Bazoum. Je demande à Dieu de ne pas amener la CEDEAO. Nous avons perdu plus de 600 personnes à cause des attaques djihadistes. Je soutiens l'armée et que Dieu maudisse quiconque qui n'aime pas le Niger. Pour Boubacar Sabo, le secrétaire général adjoint du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, l'emprisonnement du président Bazoum est un problème global. Nous pensons que ce qui se passe au Niger dépasse largement le cadre du Sahel. Il s'agit ici d'une situation de remise en cause de l'ordre démocratique de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique globalement. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour que ce genre de choses ne puissent pas survenir et donner un avenir à notre continent. Le coup d'État au Niger a été dénoncé par la communauté internationale et la CEDEAO. En plus de menacer d'une invasion militaire, le bloc a imposé de sévères sanctions économiques. Une mission des chefs militaires de la CEDEAO à Niamey, l'idée est dans les tuyaux alors que l'organisation régionale privilégie la carte de la négociation pour résoudre la crise au Niger. Même si ce jeudi a débuté une réunion des chefs militaires d'Afrique de l'Ouest au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention armée contre les tombeurs de Mohamed Bazoum, la rencontre doit s'achever vendredi. Ses conclusions sont très attendues. Je voudrais rappeler à tous que l'objectif de notre réunion n'est pas simplement de réagir aux événements, mais de tracer de manière proactive une voie qui préserve la paix, promeuve la stabilité et défende les principes démocratiques dans toute notre région. Nous devons nous rappeler que nos actions collectives d'aujourd'hui façonneront l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Le chemin qui s'ouvre devant nous n'est pas facile, il doit néanmoins être emprunté avec courage et détermination. Courage, le terme est lâché, tant des voix appellent à une issue pacifique, redoutant les conséquences d'une action militaire contre la junte nigérienne pour la région. Si les gardes présidentielles en Guinée et au Niger, j'utiliserai le mot « prennent en otage leur président », personne, et permettez-moi de le répéter, personne en Afrique de l'Ouest n'est en sécurité. La CEDEAO a décidé d'activer une force d'intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et exige la libération du président déchu. La balle est dans la main de la junte, le CNSP, au Niger. S'il se retire du bord du gouffre, l'option militaire ne sera pas nécessaire. Mais nous voulons les avertir que toutes les options sont sur la table et aucune option n'est écartée. Inflexibles, les militaires retiennent toujours prisonnier Mohamed Bazoum, qu'ils comptent d'ailleurs poursuivre pour haute trahison. En Afrique du Sud, la coalition des partis d'opposition dirigée par le DA, le plus grand parti d'opposition du pays, a exhorté jeudi d'autres partis de les rejoindre. Le but de cette alliance est d'obtenir suffisamment de voix lors des élections de 2024 afin de renverser l'African National Congress au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. C'est un moment historique pour l'Afrique du Sud. C'est la première fois dans l'histoire moderne du pays qu'une coalition est formée avant une campagne électorale. Aujourd'hui, je crois que nous avons commencé à construire la base qui va libérer les Sud-Africains de l'ANC et commencer le travail nécessaire pour réparer notre pays. L'année prochaine, pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994, le Congrès national africain, l'ANC, risque de perdre sa majorité parlementaire et par conséquent la présidence. Le peuple sud-africain n'est pas content de la façon dont notre pays est gouverné. Presque tout s'effondre et va de mal en pis.
C'est pourquoi le peuple sud-africain doit parler haut et fort en 2024 et dire « ça suffit ». L'ANC est passé sous la barre des 50% pour la première fois lors des élections locales de 2021. Le président Cyril Ramaphosa, 70 ans, a été reconduit dans ses fonctions en décembre. Il est assuré d'un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique. Plus de 60 personnes candidates au départ vers l'Europe auraient trouvé la mort à bord de leur pirogue. Partie du Sénégal en juillet, l'embarcation a été repérée lundi au large de l'île capverdienne de Sal par des pêcheurs espagnols. Au moins 38 rescapés, dont 4 enfants de 12 à 16 ans, étaient à bord, ainsi que 7 corps sans vie. C'est un acte d'humanité de la part du navire qui les a secourus en haute mer. Ils en avaient besoin. Environ 98% des migrants étaient des fast-boys sur la côte sénégalaise, d'où était partie la pirogue. Nous tous, toutes les nations, devons nous asseoir pour voir ce qui peut être fait pour que nous puissions arrêter de perdre des vies en mer avant tout. Selon les rescapés, l'embarcation transportait 101 passagers, tous sénégalais, à l'exception d'un Bissau-Guinéen. À l'heure actuelle, nous avons 32 personnes ici. 6 autres sont encore soignées à l'hôpital. Celles qui sont ici sont dans une situation plus ou moins favorable. Elles se sont quelque peu rétablies. Environ 90 migrants venus du Sénégal, de Gambie, de Guinée-Bissau et de la Sierra Leone avaient déjà été secourus dans les eaux capverdiennes mi-janvier. L'Afrique du Nord, particulièrement exposée aux effets du changement climatique, affronte des températures à la limite du supportable. Si en pleine canicule, il est recommandé de privilégier les temps à l'ombre, dans des pays comme la Tunisie, certains sont forcés de travailler sous un soleil ardent. Il fait vraiment très chaud, parfois j'ai des vertiges. Et lorsque l'on apporte de l'eau fraîche, elle chauffe très vite. Puis de toute façon, il faut continuer de travailler, nous n'avons pas le choix. La semaine dernière, les températures frôlaient les 50 degrés à l'ombre en Tunisie. Pour se protéger de la chaleur, Mounidja, âgée de 40 ans, doit porter un foulard qui lui couvre la bouche et le nez. Nous les femmes, nous nous protégeons du soleil en portant un voile et un grand chapeau. Nous commençons à travailler très tôt, en espérant rentrer plus tôt à la maison avant que les températures ne soient trop élevées. L'agricultrice doit parcourir environ 7 km chaque jour pour atteindre son champ dans le village d'El Rababsa, une des campagnes prospères du nord-ouest de la Tunisie. Le Premier ministre du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale hausse le temps. Abdul Hamid Deiba a appelé les milices de Tripoli à enterrer la hache de guerre. Il s'exprimait jeudi dans la capitale libyenne devant les anciens. Une intervention qui fait suite au combat entre deux milices rivales de la capitale qui ont fait 55 morts et 146 blessés. Je vous dis que si les milices rivales ne se calment pas et n'acceptent pas une solution pacifique, il y aura d'autres décisions les concernant. Que se passe-t-il? Chaque jour, elles sèment des troubles dans la rue. Chaque jour, elles provoquent des affrontements. Chaque jour, les gens sont terrorisés. La vie des populations n'est pas un jeu. Nous prendrons d'autres mesures contre elles. Nous devons être sévères. Après la fusillade de lundi qui a duré 24 heures, la présence des forces de sécurité libyennes a été renforcée dans les rues de Tripoli, alors qu'un cessez-le-feu a permis un retour au calme. Une renaissance de ses relations avec l'Afrique, c'est l'objectif visé par l'Ukraine, alors que la Russie gagne du terrain sur le continent. Une percée sur fond de propagande contre l'impérialisme et le néocolonialisme occidental. Le mensonge en somme, selon Kiev.
Une fois de plus, les Africains ont vu que toutes les histoires de Poutine sur la façon dont il se soucie des pays africains sont des mensonges. En fait, qui paye le plus pour le retrait de la Fédération de Russie de l'initiative sur les céréales de la mer Noire? L'agriculteur ukrainien et le consommateur africain de pain. Le chef de la diplomatie ukrainienne parle d'un retour progressif sur le continent alors que Moscou multiplie des initiatives avec les dirigeants africains. Mais l'Ukraine rappelle aussi la visite en juin d'une délégation des chefs d'État africains à Kiev. Il faut comprendre que nous partons de zéro en Afrique. Certains résultats sont rapides. Par exemple, certains pays votent en faveur d'une résolution ou confirment leur participation à certains événements ou encore visitent l'Ukraine, comme le groupe de dirigeants africains que nous avons reçu récemment. Mais en général, ce continent a besoin d'un travail systématique et à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Si au début du conflit russo-ukrainien, la neutralité était le choix de la plupart des pays africains, Kiev cite désormais le Libéria, le Kenya, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Rwanda notamment, parmi ses nouveaux partenaires sur le continent.